La différence qui est entre la recherche, qui est de la production de connaissances, et l'innovation, qui est finalement rechercher une solution à un problème. Et pourquoi je pense que l'innovation est importante? C'est parce que l'innovation, c'est quelque chose qui permet de créer de la valeur. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'hôpital public, qui aime beaucoup la chose publique, mais je pense que cette création de valeur, elle est indispensable pour sauver la chose publique. La création de valeur, elle est indispensable pour soigner notre système. Moi, je me suis beaucoup battu pour les entrepôts de données de santé des hôpitaux. Et ça, c'est un vrai succès de notre groupe des ambassadeurs Santé France 2030. On a obtenu de la part de l'État français le fait que l'enveloppe destinée aux entrepôts de données de santé a largement été augmentée par rapport à ce qui était prévu au départ. Il est prévu de 10 millions d'euros, elle est passée à quasiment 100 millions d'euros pour structurer justement l'organisation des EDS, donc les entrepôts de données de santé des hôpitaux. Ça, c'est indiscutablement un impact de notre groupe qui a dit bah voilà, il va falloir quand même que les hôpitaux français puissent organiser leurs données. C'est la première chose. Et moi, je rêve d'un truc. Je rêve de construire quelque chose qui s'appellerait le Consortium Abdominal Oncologique Paris-Saclay. Je rêve d'un truc où on prendrait le meilleur des trois mondes, c'est-à-dire l'assistance publique hôpitaux de Paris pour tout ce qui est médecine interventionnelle, chirurgie, transplantation, et puis à côté de travailler avec des phases 1 qui viennent de Gustave Roussy, donc le côté très oncologique, très médicament, et puis un autre acteur qui serait un acteur du domaine du numérique, je sais pas, ça peut être Thales, ça peut être Dassault, ça peut être des choses comme ça, pour pouvoir justement apporter la puissance de calcul qui permettra de faire de la médecine moderne. Donc moi c'est ça dont j'ai envie. J'ai envie de réaliser un truc qui n'existe pas aujourd'hui, qui serait capable d'aller chercher le meilleur à chaque endroit sans faire la compétition. Bonjour et bienvenue sur Pharma Minds. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre du professeur Éric Vibert. Donc, il est chirurgien PUPH et travaille au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse dans la PHP. Il est aussi le fondateur de la chaire BOPA, donc pour le bloc opératoire augmenté pour la PHP. Et c'est une personnalité qualifiée pour Santé 2030. Donc cet échange me tient particulièrement à cœur parce que c'est une voix de la PHP un peu différente qu'on entend. Différente parce qu'elle promeut la reconnaissance de l'innovation en croisant technologie, data, mais aussi humanité et sciences sociales. Et il va nous expliquer aussi qu'on devrait développer un rapport différent à l'erreur, notamment en soutenant la confiance et la prise de risque. Bonjour Éric. Bonjour. J'aimerais déjà prendre le temps de comprendre c'est quoi la chaire BOPA. Alors la chaire BOPA, c'est quelque chose qui a été créé en 2020 avec un objectif qui est d'apporter des solutions humaines et technologiques autour de la sécurité dans le bloc opératoire. L'idée, c'est que moi, j'ai écrit un bouquin il y a quelques années et je m'intéresse depuis très longtemps à la problématique de l'erreur au bloc opératoire, en sachant que une erreur n'est pas toujours responsable d'un événement indésirable et qu'un événement indésirable n'est pas toujours responsable d'une complication post-opératoire. Donc, il y a toute une réflexion que j'ai autour de l'erreur. Et l'idée, c'était de créer un machin, qui ça donc l'appelle la chaire BOPA, qui est un lieu où on développe des technologies pour augmenter le bloc opératoire en travaillant sur la donnée du bloc opératoire et en faisant un intégrateur de données du bloc, qui est le système CARE Syntax qu'on utilise dans la chaire BOPA, mais il y en a d'autres, mais en tout cas, on utilise celui-là, et de manière à pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au bloc opératoire. Et ça, c'est le côté très technologique. Et à côté de ça, il y a toute une dimension anthroposociologique qui consiste en fait à fabriquer de la connaissance autour justement de ce que c'est qu'un bloc opératoire aujourd'hui en 2023 pour essayer de voir comment la technologie autour des données du bloc opératoire va être acceptée par le bloc opératoire en 2023. Et donc la chaire BOPA, c'est quelque chose qui est un do tank qui est la suite d'un think tank que j'ai créé qui s'appelle le Week-end d'Innovation Chirurgicale qui a lieu tous les ans pour réfléchir au futur du bloc opératoire. C'est une approche humaine et technologique du bloc. Donc c'est ça qui est assez nouveau, c'est de l'intégrer en fait dans la réalité, ancrée dans la pratique des. L'idée c'est qu'en fait c'est ça, il y a des gens qui réfléchissent depuis très très longtemps à la technologie au bloc opératoire avec les robots, les jumeaux numériques, etc., etc. Et c'est des choses qu'on traite aussi beaucoup dans BOPA.
Mais aborder le sujet de la technologie sans aborder l'acceptabilité par les gens du bloc de la technologie, ça sert à rien en fait. En fait, le bloc opératoire est un lieu où il y a une sociologie très particulière qui se modifie d'ailleurs, puisque il y a de plus en plus de femmes, par exemple chirurgiennes, qui modifient d'ailleurs cette manière dont les gens se comportent au bloc opératoire. Et donc, il faut intégrer cette sociologie particulière, et en particulier ce rapport à l'erreur, qui est à mon avis un truc très important. Ok. Non, je trouve hyper intéressant. C'est quelque chose qui est loin de la pharma pure en tant que telle. Mais on parle de sujets d'innovation, on parle d'acceptabilité de la technologie, de résistance au changement. Et du coup, vos objectifs clairs, c'est quoi? C'est de produire des innovations, de les valider, d'encourager? Mon objectif, c'est de faire de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. La recherche, pour moi, c'est produire de la connaissance. Et ça, c'est un des objectifs de BOPA qui est, et d'ailleurs qui est mené avec Cynthia Fleury, avec Gérard Dubay, qui justement sont des sociologues, des anthropologues, qui sont en train de produire du contenu dans le domaine de qu'est-ce que c'est aujourd'hui un bloc opératoire, comment ça fonctionne entre chirurgiens, chirurgiennes, anesthésistes, IA, DIBOT. Donc c'est vraiment là, pour le coup, vraiment de la production de connaissances en 2023. Et puis, à côté de ça, on a en effet de l'innovation. Alors l'innovation, qu'est-ce que c'est? L'innovation, pour moi, c'est une invention qui trouve un usage. Ça veut dire qu'on a des problématiques au bloc opératoire, on a des inventions qui sont dans certains cas d'ailleurs issues de la recherche, et d'autres fois simplement issues du hasard. Enfin, on découvre un truc par hasard, et c'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup à l'erreur, parce qu'il y a quand même un lien entre l'erreur et le hasard, et que je pense que chaque fois qu'on a une invention vraiment nouvelle, elle est le fruit du hasard. Et donc, mon idée, c'est de me dire, finalement, il y a quelque chose qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est la différence qu'il y a entre la recherche, qui est de la production de connaissances, et l'innovation, qui est finalement rechercher une solution à un problème. Et pourquoi je pense que l'innovation est importante? C'est parce que l'innovation, c'est quelque chose qui permet de créer de la valeur. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'hôpital public, qui aime beaucoup la chose publique, mais je pense que cette création de valeur, elle est indispensable pour sauver la chose publique. La création de valeur, elle est indispensable pour soigner notre système, et je pense que l'Ondam ne suffira pas à long terme à soigner tout le monde, parce que les médicaments coûtent trop cher, parce que le traitement curatif des malades fonctionne de mieux en mieux, et tant mieux d'ailleurs, et donc on a des gens qui restent sous des traitements qui sont extrêmement chers, en particulier dans le cancer. Donc il faut réussir à injecter de l'argent qui viendrait d'ailleurs. Et injecter de l'argent qui viendrait d'ailleurs de l'Ondam, j'entends. Eh bien, c'est quelque chose qui va passer par l'innovation. Et c'est pour ça que je suis très attaché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fonds d'investissement? Du privé. Bah, en fait, aujourd'hui, on a des entreprises qui ont de l'argent, qui veulent développer des dispositifs médicaux, qui veulent développer des médicaments, et ces entreprises, elles vont faire du bénéfice, elles vont gagner de l'argent. Et ben, il faut qu'on soit capable de capter une partie de cet argent, et donc je pense que ça doit passer par justement valoriser nos expertises, valoriser les données des patients. Alors quand je dis les données des patients, c'est pas les données patients, c'est les labels qu'on va poser dessus, parce qu'en fait les gens confondent beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Et en tout cas, pourquoi je fais ça? C'est vraiment sincèrement pour éviter qu'un jour il faille une carte bleue pour entrer à l'hôpital. Et moi, je fais de l'innovation dans cet objectif-là, pour l'hôpital public. Donc ça veut dire pour le valoriser demain avec du soutien financier qui soit, du coup, qui intéresse plusieurs parties prenantes. Absolument. Et je pense que la dynamique France 2030 qui est actuellement en place, elle va parfaitement dans cette démarche-là. Et tous les trucs que j'ai mis en place, alors au départ, BOPA, ça s'est fait sans France 2030, mais Campus BOPEX, qui est un tiers-lieu d'expérimentation numérique que j'ai mis en place grâce à France 2030, et puis là, on vient d'obtenir un Sésame Filière 2030, qui est aussi quelque chose qui est une plateforme d'innovation technologique au bloc opératoire, ça aussi, ça s'intègre dans France 2030. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir aller chercher de l'argent dans la dynamique France 2030. Il y a 7 milliards d'euros avec un acteur institutionnel qui est l'Agence d'innovation en santé, qui essaye de pouvoir justement organiser les choses pour que ça se passe bien. Bah, cet argent, il faut le mettre comme complément de l'Ondam. C'est ce que je pense moi.
Ok, parce que du coup, sinon c'est quelque chose qui se fait à part. Sinon il y a d'un côté qui se fait sans le public. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que c'est vraiment développer les partenariats publics-privés. Absolument. Développer les partenariats publics-privés sans avoir peur de parler d'argent. Parce qu'en fait, le sujet, c'est qu'il y a un gros problème à l'hôpital public, c'est qu'il y a plein de gens qui refusent de parler d'argent parce que c'est un gros mot. Mais en fait, moi, par exemple, je suis pas de privé à l'hôpital. Je suis contre la médecine à l'acte. Je pense que la seule bonne solution, c'est de faire du parcours patient et d'évaluer des parcours patients et de financer la santé à la lumière d'un parcours patient. Mais je reste persuadé d'une chose, c'est que il faut valoriser et aller chercher de l'argent en valorisant mes idées, mes expertises, mes données. Ouais. Donc, après, c'est au-delà d'aller chercher de l'argent et d'attirer des fonds privés, c'est aussi une manière d'apporter une valeur qui a du sens, parce qu'elle est complètement ancrée dans une pratique. Donc, parce que si on revient un petit peu sur le contexte aujourd'hui, c'est quand même les domaines de l'innovation où il y a de plus en plus de difficultés pour trouver de l'argent. Donc, est-ce que c'est d'une certaine manière une manière en fait de flécher en fait les parcours, parce que du coup encadré par ceux qui le vivent, en fait, ceux qui ont les problématiques au quotidien, donc du coup assurer une espèce de garantie, une meilleure garantie de l'issue des projets. Oui, je pense que un projet a d'autant plus de chances de fonctionner que très rapidement il vient du terrain. Il vient du terrain. Donc clairement, on l'a vu dans le domaine de la e-santé. Dans le domaine de la e-santé, il y a plein de solutions qui vont dans tous les sens, dont certaines n'ont absolument aucun intérêt. Parce qu'en fait... elles n'ont pas leur oui, c'est-à-dire qu'en fait, le principal objectif de la boîte de la e-santé, c'était de fabriquer des logiciels divers et variés qui ont parfois pas du tout de relevance clinique, ou alors qui est issu d'une idée... qui vient de la tête d'un seul bonhomme, dans un seul endroit, et qui correspond finalement pas à une réalité. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment que les idées viennent du terrain, et donc très rapidement, il faut que ça soit issu des praticiens, des soignants, et des soignants au sens large, pas uniquement des docteurs. Je pense qu'il y a des docteurs, il y a des paramédicaux qui ont des idées extraordinaires, il y a des infirmières, des aides-soignantes qui peuvent avoir des très bonnes idées, des secrétaires médicales. Donc en fait, ces idées-là, il faut être capable de les valoriser. C'est un incubateur, un terreau, mais qui est sur un terreau situ, quoi. Voilà, et je trouve que c'est pas suffisamment utilisé, parce que les gens ont peur de parler ont peur d'être jugés sous prétexte que on va discuter avec un fonds d'investissement, une start-up, et que on est pétri de conflits d'intérêts, de choses comme ça. Mais je trouve que c'est extrêmement sain, justement, de se dire je vais valoriser mes expertises, je vais valoriser ce que je peux apporter en termes de qualification d'un objet potentiellement qui peut devenir un produit, pour que ça fasse des sous pour moi, parce que comme ça va me permettre de vouloir rester à l'hôpital parce que j'ai un complément de salaire qui vient de là. Et puis, évidemment, il faut qu'on trouve un moyen pour qu'il y ait des retombées pour l'hôpital, qui peut passer par des licences, qui peut passer par de la propriété intellectuelle, il faut passer par plein de choses. Il faut absolument que les hôpitaux apprennent à utiliser l'argent qu'il y a aujourd'hui dans les fonds d'investissement. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans d'autres CHU, il y a des choses similaires, il y a des incubateurs qui existent quand même. Comment vous vous positionnez par rapport à d'autres modèles? Qu'est-ce qui est nouveau dans ce genre d'approche? En fait, moi, je suis heureusement pas du tout le seul à faire ça. Il y a plein de gens qui font ça, hein. Mais moi, je me suis intéressé au dispositif médical, au bloc opératoire. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui existent dans le domaine de la e-santé, dans le domaine de la communication ville-hôpital. Et d'ailleurs, il y a un tiers-lieu expérimentation numérique hôtel-lieu à la paix qui va s'intéresser à ça. Et c'est très très bien. Moi, j'ai pris le parti de m'occuper du bloc opératoire et du dispositif médical au bloc opératoire, parce que je crois que ça répond à une demande, parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dessus. Il y a évidemment l'IHU de Strasbourg, mais l'IHU de Strasbourg est une approche purement technologique. Il n'y a pas du tout cette approche sciences humaines et sociales qui est à mon avis indispensable. Et puis, je travaille dans le plus grand hôpital d'Europe, donc ça me semblait raisonnable qu'à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, il y ait des gens qui s'intéressent à ça. Et globalement, ça marche assez bien. Ouais. Du coup, vous travaillez avec l'hôpital ici,
avec d'autres centres hospitaliers aussi. Alors moi, je travaille En fait, c'est quoi l'écosystème qui se met en place? Alors l'écosystème qui se met en place, c'est quoi? C'est déjà la chaire BOPA, ça a été créé entre l'AP-HP, l'Institut Mines-Télécom, l'Université Paris-Saclay, l'INRIA et on est en train de faire rentrer à court terme l'INSERM. D'accord? Donc c'est un écosystème avec un réseau universitaire et de recherche. Et dans le domaine des sciences humaines et sociales, on a la chaire Humanité et Santé de Cynthia Fleury. Ça, c'est des gens qui font de la recherche, des choses comme ça. À côté de ça, on a des mécènes qui nourrissent la chaire BOPA en passant par la Fondation Mines-Télécom et la Fondation AP-HP. Et donc, ici, je travaille au centre hépatobiliaire, à l'hôpital Paul Brousse. J'ai la chance de travailler avec plein de chirurgiennes qui ont des idées et du paramédical. Et par exemple, une dame qui s'appelle Karine Calment, qui travaille, qui est la surveillante du bloc opératoire, est très très active dans BOPA. Elle n'est pas chirurgienne, elle est IBOD, elle est infirmière du bloc opératoire, mais elle a plein de super bonnes idées. Ben, en fait, ces gens-là, qu'est-ce que je fais? Je leur apporte des solutions technologiques qui me sont apportées par des industriels, petits ou grands, c'est-à-dire que comme il y a des mécènes qui sont dans BOPA, ces mécènes, ils voient passer, les mécènes c'est Medtronic, Johnson, Fuji, enfin il y en a plein, il y a beaucoup de mécènes, et ces mécènes, ils voient passer des petites boîtes. Et ils se disent, bah, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant? Et ils nous font glisser la petite boîte pour qu'on discute avec eux. Et après, l'objectif de la chaire BOPA, c'est justement d'aller voir si ces startups répondent à une problématique qui est existante au bloc opératoire. Et dans ce cas-là, on met un petit ticket de 20 000, 30 000, 40 000 euros pour lancer une preuve de concept avec eux. Et si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on s'arrête. Et dans certains cas, on développe des boîtes. Et d'ailleurs, on a monté une start-up dont je suis cofondateur, qui s'appelle Twinical, qui est une start-up entre l'AP-HP, l'INRIA et un jeune homme qui s'appelle Mario Haricot, qui va être le CEO de la boîte, qui a un truc autour des jumeaux numériques, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, on l'a produit dans BOPA. Mais à côté de ça, on a, par exemple, un acteur important pour nous qui est CareSyntax, qui est quelque chose qui existe, qu'on va tester et qu'on va optimiser. Et c'est tellement vrai qu'on l'a testé au niveau de BOPA et qu'on va le tester à plus grande échelle au niveau de Campus BOPEX. Campus BOPEX, c'est quelque chose que j'ai mis en place à la suite de BOPA, avec quelques autres, en particulier le professeur David Fuchs et le professeur Alexandre Mebaza, qui travaillent à Lariboisière, tout ça avec Nicolas Castoldi, qui est un des DGA responsables d'innovation à l'AP. Eh bien, on a mis en place un truc qui s'appelle Campus BOPEX, qui est un tiers-lieu d'expérimentation numérique, qui a pour objectif, là, de prendre des innovations qui potentiellement sont sorties de BOPA, qui sont assez early stage, et de les faire monter à grande échelle sur l'ensemble de l'assistance publique. Et ça, c'est quelque chose qui a été financé dans le cadre de France 2030. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et là, actuellement, il y a des fonds d'investissement qui commencent à discuter avec nous. J'ai plusieurs choses. J'aurais aimé, tant que vous êtes sur les projets, est-ce qu'il y a des projets qui sont liés à l'industrie pharma, par exemple, que vous pouvez mettre en place, ou pas trop, parce que finalement, vous êtes trop DM? Bah, on est très DM, mais il y a quand même un sujet qui est un sujet autour de l'industrie pharma qui se met dans le cadre du PSCC. En fait, moi, je travaille à l'hôpital Paul Brousse. Je suis donc exactement à 1 kilomètre de Gustave Roussy. Gustave Roussy fait partie des têtes de pont du Paris-Saclay Cancer Cluster, dans lequel il y a l'INSERM, dans lequel il y a l'Université Paris-Saclay, dans lequel il y a l'École Polytechnique, dans lequel il y a Sanofi. Et donc, moi, j'ai été contacté par le PSCC en tant qu'acteur de l'innovation à la PHP pour développer les choses avec eux. Et j'ai apporté une solution qui est un pari que fait le Paris-Saclay Cancer Cluster autour de mes propositions, qui est l'utilisation de machines de perfusion normothermique oxygénées pour pouvoir tester des médicaments sur des foies explantés. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, qui sont utilisées dans le domaine de la transplantation hépatique, transplantation pulmonaire, qui sont en fait des solutions où on va aller tester un organe avant de l'implanter chez un humain. Typiquement, moi je fais de la transplantation, je vais prélever un organe chez un donneur décédé, je trouve que l'organe macroscopiquement il n'est pas très beau, je vais le mettre sur la machine de perfusion, c'est une machine de perfusion avec de l'oxygène, du sang et des sels biliaires, et cet organe il va survivre, il va vivre pendant 24 heures grosso modo, et pendant ces 24 heures je vais évaluer le fonctionnement de l'organe. Si l'organe fonctionne, je vais pouvoir
le transplanter et ça va marcher. Il y a même 2 études contrôlées qui ont montré que c'est des outils de sélection d'organes à transplanter. Et moi, mon objectif, je suis pas du tout sûr d'y arriver, mais ça démontre bien l'avantage de travailler avec des gros acteurs comme le PSCC, qui sont d'ailleurs là aussi financés par France 2030, c'est que le PSCC fait un pari avec moi, qui consiste à dire, OK, on va apporter une certaine somme d'argent pour que on puisse mettre en place un système où on va potentiellement utiliser ces machines de perfusion normothérmique oxygénée, non pas pour tester des organes à implanter, mais pour tester des médicaments sur des organes qui sont des organes explantés. Pourquoi ? Parce qu'on transplante des malades avec des cancers du foie. Ces foie avec des cancers, aujourd'hui, ils partent en anatomopathologie pour être coupés en lame d'anapathe de manière à pouvoir faire un diagnostic. Le diagnostic, en général, on le connaît déjà avant la transplantation. Donc, finalement, il n'y a pas un intérêt très intéressant pour le parcours patient, puisqu'en plus, les traitements qu'on donne sont en général les mêmes quel soit le cancer, quel que soit le cancer. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose en termes de prise en charge. Et là, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire, cet organe, on va le mettre sur une machine et on va essayer de développer des médicaments sur cet organe mis sur une machine qui va vivre pendant 24, 48, 72 heures. Et c'est ça l'idée. Et là, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Je suis pas du tout sûr que ça marche. Peut-être que ça va pas du tout fonctionner et que finalement... Mais c'est l'occasion de tester. Mais c'est l'occasion de tester. Voilà. Et ça, c'est typiquement du dispositif... Enfin, c'est de l'industrie pharmaceutique. D'accord. Appliqué voilà. Parce que ça permet de faire des choses... Et peut-être qu'un jour, c'est sur ces machines-là qu'on va pouvoir réparer des organes et les remettre. Ouais. C'est de la science-fiction ou non ? Non, c'est pas de la science-fiction, puisqu'il y a déjà des gens qui réfléchissent à ça. Il y a aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui se développent dans le cadre de la xénotransplantation. Et moi, je collabore avec un type qui s'appelle Alexandre Loupi, qui est un génie de la transplantation, de l'immunologie, qui travaille autour justement de la possibilité un jour de transplanter des reins de cochon. D'ailleurs, ça a été fait, puisqu'aux États-Unis, récemment, il y a des reins de cochon qui ont été transplantés. Et je ne vous apprends pas qu'il y a un patient aux États-Unis qui a reçu un cœur de cochon, une xénotransplantation issue d'un porc. Et donc, l'idée, c'est que peut-être qu'un jour, on va pouvoir utiliser aussi ces machines pour faire de la xénotransplantation. Alors, je ne pense pas qu'un jour, on transplante des foies de cochon à des humains, parce que le foie, à la différence du cœur ou du rein, il sécrète des trucs, donc on pourrait avoir de l'albumine porcine chez l'homme. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé. En revanche, je pense qu'on va pouvoir peut-être un jour utiliser ces organes pour passer des caps, et ça passera peut-être par les machines de perfusion. Et donc, en fait, il y a des choses formidables à inventer. Il faut juste se donner les moyens financiers, humains et l'audace de le faire. Je reviens sur l'histoire de... Ok, l'innovation, c'est souvent le fruit du hasard. Ouais. Vraiment ? Oui, je crois que les très grandes innovations qui ont été... elles sont toujours... Enfin, je veux dire que c'est vrai pour... Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est vrai pour la tarte en fait, tatin, c'est vrai pour la tarte tatin, c'est vrai pour... C'est un aléa ? C'est un aléa qui fait que ça... Si on l'observe bien, ce qui se passe après, je pense que... Il faut laisser de la place aux aléas, ça veut dire ça ? Ouais, je pense qu'il faut... En fait, il faut être capable de tirer profit du hasard. En fait, dans la vie, il y a des gens qui laissent passer des opportunités et d'autres pas. En fait. Et en fait, faut simplement regarder les choses avec le plus d'envie d'en faire quelque chose. Et quand vous faites tomber une tarte par terre, moi je suis pas cuisinier, je tombe une tarte par terre, je la jette à la poubelle. Si vous êtes un grand cuisinier, une grande cuisinière, et ben vous inventez la tarte tatin. C'est ce qui a dû se passer en fait lorsque les sœurs Tatin ont inventé la tarte tatin. Donc en fait, l'idée c'est d'être un expert du sujet et d'être capable de tirer profit d'une situation inédite et de ne pas passer en disant voilà, Mais ça veut dire qu'il faut laisser de la place à il faut laisser de la place en fait à l'imprévu. Complètement, il faut laisser de la place. Et tout le problème de mon métier dans le domaine de la chirurgie, c'est justement avoir l'audace de faire et la lucidité de regarder. C'est un métier
qui associe audace et lucidité. C'est-à-dire que c'est... alors évidemment, faut avoir la lucidité au dire j'ai fait une bêtise ou au contraire, j'ai super bien fait et voilà. Et c'est comme ça qu'on invente des trucs. Et la pénicilline, enfin plein de choses ont été inventées par erreur. Je pense qu'en dehors de Albert Einstein et Picasso, il n'y a pas grand monde qui a inventé. Mais même Albert Einstein, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des expériences de pensée où il se rendait compte que c'était pas possible et il a inventé la relativité comme ça. Enfin, il a découvert. Donc, je pense. Mais après, quand vous dites, est-ce que ça veut dire que, innover de toute façon, ça va aller vers des choses forcément meilleures ou, c'est ça, c'est un peu ça la question. Ah, ça, j'en sais rien. Est-ce que l'innovation c'est un progrès? Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, si c'était un progrès toujours, ça serait le même mot. Si le mot innovation existe, c'est que on n'est pas absolument certain que c'est un progrès. Donc pour aller financer l'hôpital public, c'est une démarche d'innovation qu'on entretient en se disant de toute façon il va y avoir un cercle vertueux, mais il faut faire un tri à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas tout payer. Il y a quand même puis il y a même une discussion aussi qui peut être une discussion médico-environnementale. C'est-à-dire que tout ce que je fabrique là, avec justement les données, les datas, les machins, ça consomme énormément d'énergie. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet aussi avec une approche qui est à la fois médico-économique, celle sur laquelle, puis médico-environnementale. Rajouter une dimension complètement médico-environnementale. D'impact. Absolument, persuadé. Mais maintenant, je suis pas sûr qu'en effet toutes les innovations sont des progrès. Ça, j'en suis. En tout cas, je suis sûr que non. Sinon, ça serait le même mot. Et puis... On espère que c'est un progrès. Tant qu'une innovation trouve son marché, on a envie de dire que c'est un progrès. C'est ça le sujet. Est-ce que une innovation, ça a comme seul objectif de créer de la valeur et de créer une valeur financière, une valeur organisationnelle, et donc c'est un progrès si ça trouve un marché et si on fabrique de l'argent avec. Comme ça, en première lecture, oui, et à partir du moment où l'argent est réinvesti pour la chose publique et qu'on fait avancer le système avec et que ça ne profite pas uniquement à 2-3 personnes et maintenant il faut que ça se passe comme ça, sinon c'est un progrès surtout pour 2 ou 3 quoi. Après j'ai l'impression que les choses vont aussi peu à peu bouger même sur la dimension environnementale puisque de plus en plus les grandes écoles intègrent en fait cette dimension pour former en fait, pour sensibiliser l'impact que va avoir. Donc je pense que ça va venir aussi peut-être dans la recherche scientifique, dans la médecine, je pense qu'il va y avoir des règles qui vont se mettre en place. Des nouvelles règles, des règles qui vont nous être imposées avec des règles on va pas pouvoir faire n'importe quoi. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, dans le dispositif médical au bloc opératoire, il y a un gâchis absolument astronomique. Et un des objectifs de BOPA, c'est aussi la réutilisation des dispositifs médicaux. Et là-dessus, il y a plein de choses à faire, que ça soit avec la médecine vétérinaire, que ça soit même avec la médecine humaine, où on va peut-être pouvoir restériliser, renouveler des trucs. Et d'ailleurs, il y a une expérimentation qui est lancée par la DGOS dans la nouvelle mouture du PLFSS, je crois, justement, qui vise à ça. Et ça, c'est très, très bien. Il y a une nécessité absolue de pouvoir travailler sur la réutilisation des matériels. C'est une forme d'innovation complètement différente. C'est quelque chose qui va permettre de réutiliser. Mais il y a des choses formidables. Il y a même des gens qui faisaient, par exemple, des sabots de bloc opératoire en faisant fondre du plastique qu'on utilise au bloc. Et aujourd'hui, on utilise une quantité astronomique de plastique. Et ce plastique, il peut être... il peut être fait pour ça. Peut-être qu'on peut même diminuer la consommation de plastique. Il y a même des gens qui commencent à travailler sur des outils pour pouvoir avoir en paire opératoire le prix du matériel qu'on utilise. C'est une boîte canadienne qui fait ça. En fait, quand vous opérez, chaque fois que vous prenez un truc, ça donne le prix. Et donc, il y a des gens qui font des concours pour celui qui opérera pour le moins cher. Et voilà, donc est-ce qu'on doit aller jusque-là ou pas? J'en sais rien. En tout cas, il y a plein de trucs qui se développent autour du médico-environnemental. Et donc, vous êtes lié avec le Paris-Saclay Cluster Cancer Cluster, Cancer Cluster de Villejuif, donc qui est censé devenir le Cambridge français. Le Villejuif français. Le Boston français. Le Boston français. Selon vous, c'est un terreau où tout est là pour? Ou comment ça... c'est un terreau où tout est là si... Qu'est-ce qui manque? En fait, moi, je rêve d'un truc. Je rêve de construire quelque chose qui s'appellerait le Consortium abdominal oncologique Paris-Saclay. Je rêve d'un truc où on prendrait
le meilleur des trois mondes, c'est-à-dire l'assistance publique hôpitaux de Paris pour tout ce qui est médecine interventionnelle, chirurgie, transplantation, et puis à côté de travailler avec des phases 1 qui viennent de Gustave Roussy, donc le côté très oncologique, très médicament, et puis un autre acteur qui serait un acteur du domaine du numérique, je sais pas, ça peut être Thales, ça peut être Dassault, ça peut être des choses comme ça, pour pouvoir justement apporter la puissance de calcul qui permettra de faire de la médecine moderne. Donc moi c'est ça dont j'ai envie. J'ai envie de réaliser un truc qui n'existe pas aujourd'hui, qui serait capable d'aller chercher le meilleur à chaque endroit sans faire la compétition avec entre la PHP, le public Gustave privé Roussy, déjà, le Curie, et public. Voilà, ça. Mon objectif, c'est pas pas être en compétition avec Gustave Roussy, c'est être en compétition avec la Mayo Clinique ou la Charité de Berlin. Je pense que c'est l'objectif il est là, et moi le premier, on est tout le temps en compétition avec son voisin, parce qu'en fait son voisin, on sait très bien qui c'est, c'est plus facile. Vous travaillez aussi pour Santé 2030. C'est quoi les messages que vous portez? C'est quoi ce que vous cherchez? Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer une dame exceptionnelle qui s'appelle Agnès Audier, qui est la présidente justement de Ambassadeur Santé France 2030, qui a participé à l'écriture du CSIS, qui maintenant s'appelle France 2030, mais c'est le même principe, hein, c'est le fait de pouvoir utiliser l'argent du PIA pour pouvoir relancer l'innovation en santé. Et donc, à travers cette dame, m'a fait découvrir un monde que je connaissais pas, qui est tout à fait passionnant, qui est celui justement de l'administration, qui est comment ça fonctionne au plus haut niveau de l'État, entre le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, les différentes directions générales des différentes entités. Bref, un monde que je connaissais pas du tout. Et j'ai été dans ce truc-là initialement en me disant que j'avais rien à foutre là, parce que j'étais pas du tout au niveau. Et en fait, il m'attendait très gentiment avec un objectif d'être monsieur du terrain, quoi, en fait. Parce qu'en fait, dans ce groupe des ambassadeurs santé France 2030, eh bien, je suis le seul docteur. Il y a un directeur d'hôpital, enfin une directrice d'hôpital, Florence Farel-Feuillade, quelqu'un qui vient de l'INSERM, Thomas Lombès, Frédéric Collet, bref, il y a 5 ou 6 personnes. Et l'objectif, c'est construire la politique de santé ou être compétitif, c'est quoi? Non. L'objectif, c'est d'aider, avant l'existence de l'Agence d'innovation en santé, on était là pour faire l'interface entre le terrain et puis les différentes directions générales. La DGOS, les ministères, etc. Et puis aussi les conseillers santé de la Première ministre, en particulier. Depuis que l'AIS existe, c'est vrai que l'AIS s'est structuré autour d'une dame qui s'appelle Lise Alter, qui a pour objectif, justement, de pouvoir utiliser correctement les 7 milliards d'euros qui sont apportés par France 2030 et les dispatcher de manière intelligente, d'une manière intelligente entre le privé et le public, etc. etc. Donc, c'est vrai que notre position d'ambassadeur France 2030 se positionne maintenant à côté de l'AIS pour aider l'AIS pour faire remonter des idées du terrain. Okay. Voilà. Donc, moi, je suis là pour indiquer dire, des priorités. Puis quand Lise Alter me demande qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, eh bien, à la lumière de ma vision, donc moi je travaille à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, enfin je représente pas l'ensemble des hôpitaux français, hein, donc je dis ce que je connais de là où je suis, et j'essaye de lui apporter des solutions et lui donner un peu la vie du terrain. Par exemple, on n'arrête pas de travailler sur le problème du cloud, le problème du numérique, etc. Ça commence déjà par mettre en place le Wi-Fi au bloc opératoire. Tu vois, si t'as pas le Wi-Fi au bloc, tu peux inventer tous les jumeaux numériques que tu veux, mais ça marchera pas, quoi. Donc, et ça, je pense qu'ils ont besoin de gens du terrain comme nous pour leur rappeler des choses aussi simples que ça. Ouais, pour faire le pont entre leurs problématiques et Parce que c'est des gens qui veulent tous bien faire. Bien sûr. Ça, c'est certain, hein, mais en fait, des fois, ils essayent de régler des problèmes qui n'existent pas, ou alors ils passent totalement à côté de réalité clinique. Par exemple, moi, je me suis beaucoup battu
pour les entrepôts de données de santé des hôpitaux. Et ça, c'est un vrai succès de notre groupe des ambassadeurs Santé France 2030. On a obtenu de la part de l'État français le fait que l'enveloppe destinée aux entrepôts de données de santé a largement été augmentée par rapport à ce qui était prévu au départ. Hein. Il est prévu de 10 millions d'euros, elle est passée à quasiment 100 millions d'euros pour structurer justement l'organisation des EDS, donc les entrepôts de données de santé des hôpitaux. Ça, c'est indiscutablement un impact de notre groupe qui a dit, bah voilà, il va falloir quand même que les hôpitaux français puissent organiser leurs données. C'est la première chose. Et deuxième truc sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup insisté, c'est l'importance du numérique en anapath. En fait, il y a un énorme sujet qui est que aujourd'hui, l'anatomopathologie, qui est quand même un élément majeur pour pouvoir diagnostiquer un cancer, une maladie, enfin on ne peut pas faire de médecine sans anapath, on a besoin de pouvoir avoir des gens qui regardent des labs. Eh bien, dans la tête de certains administratifs, l'anapath était devenu quelque chose qui était totalement automatisé, comme pouvait l'être un robot qui fait de la biologie, par exemple. Et donc, il y avait une espèce de glissement complètement fou qui consiste à dire, en fait, l'anapath, ça doit être totalement externalisé, au même titre que la biologie, genre de choses. Et en fait, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une nécessité absolue de travailler sur l'anapath numérique, le fait de pouvoir numériser les laboratoires d'anapath pour fabriquer des slides numériques. Et ça, je pense que c'est aussi notre action auprès des tutelles qui a permis de lancer cette dynamique-là. Voilà. Ok, merci. Maintenant, je crois qu'on est vraiment utile. Ouais, ça permet de soulever des points et aussi de choisir peut-être les combats. C'est-à-dire que les entrepôts de données de santé, en fait, c'était le moment de le faire. Ah bah complètement, ouais. Donc, parce que c'est structuré pour organiser pour l'avenir aussi. Absolument. Parce que le Health Data Hub, c'est quelque chose qui donne pas tout ce qu'il peut donner pour des raisons diverses et variées. Qui est déjà un projet hyper ambitieux, voilà. Que peu de pays ont, mais... Ouais, absolument. Et qui avance pas à la vitesse où ça devrait avancer, même si l'idée est très très bonne. Je voudrais aborder un dernier point avant de passer sur des réflexions un peu plus personnelles. Peut-être parler des relations avec les industriels, en particulier, je sais pas, les relations de labo de DM ou de pharma. Est-ce que vous les voyez évoluer ? Est-ce que vous voyez une direction dans laquelle vous aimeriez qu'elles aillent pour les 5 prochaines années ? Les laboratoires pharma, je ne les connais pas suffisamment. Je ne connais pas suffisamment ce métier. Voilà. Donc, je connais les labos pharma qui fabriquent des médicaments dans le domaine du cancer du foie, parce que ça, c'est ma spécialité. Donc, j'en connais quelques-uns quand même, mais pas suffisamment bien pour vous donner un avis qui a un intérêt. Ce que je vois quand même, et ça, je pense que c'est vrai aussi bien dans le médical que dans le dispositif médical, c'est qu'on a quand même une financiarisation de la filière qui fait que les médicaments deviennent extrêmement chers parce que, en fait, c'est la conséquence non pas de R&D, mais de fonds d'investissement qui ont investi dans une start-up qui a ensuite été revendue à une plus grosse boîte et en fait, le fonds d'investissement veut faire la pirouette. Et ça, c'est un énorme sujet. C'est-à-dire que ça participe très clairement au prix des médicaments aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a... Après, c'est le financement global de l'innovation, quoi. C'est-à-dire que c'est de plus en plus précis, c'est des machines très pointues. Du coup. Oui, et non, mais il y a un problème de financiarisation de la filière, aussi bien dans la fabrication du médicament que même dans l'analyse, dans les outils qui vont permettre de dire s'il faut faire ce médicament ou ce médicament. Enfin, il y a quand même, il y a un vrai sujet de financiarisation mais c'est pas un sujet que je connais suffisamment bien pour être précis. En revanche, il y a un truc très très important qui vient d'être écrit là par d'ailleurs Agnès Saudier et Frédéric Collet et d'autres, Claire Bio, etc., sur justement une problématique de la régulation du prix des médicaments, où elle propose un New Deal dans le domaine du prix, dans le problème de la régulation du prix des médicaments, qui est, je trouve, très très intéressant, parce qu'elle aborde pas le problème uniquement en disant voilà, il faut que les laboratoires diminuent le prix des médicaments, parce que c'est
seulement une partie du problème, elle aborde vraiment le sujet sur, en effet, les laboratoires, et elle aborde la financiarisation des médicaments, ce que je viens de dire, mais aussi le prix du transport des médicaments, le prix de l'impact justement du transport de médicaments, de l'officine. Ça coûte ça coûte énormément d'argent, donc il y a probablement beaucoup d'économies à faire là-dessus, sur justement le transfert, le fret du médicament. Et puis un autre sujet qui est hyper important, qui est qu'est-ce que c'est que la bonne ou la mauvaise prescription, en fait, le fait que les docteurs doivent avoir des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin peut prescrire absolument n'importe quoi, il peut faire ce qu'il veut, personne ne lui dira jamais rien, et peut-être que c'est pas possible de rester comme ça à vitam aeternam. Donc c'est une approche qui est une approche sur 3 trucs, voire 4, parce que je pense qu'il faut que les malades aussi comprennent que, le système de santé français, pour qu'il reste pour tout le monde, faut le protéger, faut pas faire n'importe quoi. Donc ça veut dire que il faut être raisonnable sur plein de trucs. Par exemple, moi je vois les malades qui prennent des transports médicalisés alors que ça fait des années qu'ils vont très très bien, et que voilà, donc ça c'est inacceptable. Il y a des sujets autour de la dialyse qui peuvent être aussi à explorer. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels je pense qu'on peut faire des économies, mais c'est lourd et compliqué, quoi. Puis voilà, et puis c'est jamais noir-blanc, ça a toujours plein d'impacts derrière en termes de quantité de gens qui travaillent autour de ça. Si brutalement vous faites disparaître le transport médicalisé, vous avez les ambulanciers dans la rue, quoi. Donc tous ces sujets. Bon, mais j'aimerais du coup, pour parler d'un côté un peu plus perso, commencer par le livre que vous avez écrit. Donc, c'est pas droit à l'erreur, devoir de transparence. C'est un sujet sur le rapport à l'erreur dans un monde d'experts. On touche la vie des gens, de l'humanité des médecins, de l'erreur pour progresser aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui a encore plus de sens aujourd'hui ? Pourquoi c'est arrivé aujourd'hui, en fait, ce livre ? Pourquoi ça arrive aujourd'hui ? C'est un sujet qui m'intéressait parce que je pense... C'est l'aboutissement d'une réflexion personnelle. Ah ouais, mais c'est l'aboutissement d'une réflexion, parce que comme tout le monde, j'ai fait des erreurs en bloc opératoire, et puis comme tout le monde, je me suis dit, comment on peut progresser ? En fait, il faut voir un truc, c'est que aujourd'hui, le risque de la chirurgie, tout venant, toute spécialité confondue, etc., c'est 2 à 3% de morts à 90 jours. Tout venant. Dans de la chirurgie froide, c'est-à-dire de la chirurgie programmée. Ça veut dire que ça paraît pas beaucoup comme ça, mais à l'échelle de l'Europe, c'est 55 000 morts par an. Donc c'est pas rien quand même. Sur une chirurgie programmée, sur une chirurgie qui est organisée, qui est évaluée. Donc en fait, l'idée c'était de se dire, bon, comment on peut améliorer les choses ? Comment on peut passer finalement d'un risque chirurgical qui est grosso modo le même que celui de la pêche en haute mer et de l'escalade, pour atteindre quelque chose qui est le même que celui qu'il y a dans l'aviation, dans l'aéronautique ou dans les centrales nucléaires. Et en fait, l'idée, c'est de travailler sur la problématique du risque. Et évidemment, on ne peut pas arriver à des niveaux de sécurité qui existent dans l'aéronautique ou les centrales nucléaires, pour la bonne et simple raison que on n'opère pas des machines, on opère des humains, et il y a plein de variations, donc on n'arrivera jamais à atteindre ça. Et puis, si on voulait atteindre ça, faut arrêter d'opérer. Donc, faut se dire, ok, je veux pas prendre de risque, sinon je n'opère pas. Donc voilà, donc ça, c'est pas une solution. Donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir se dire comment on peut augmenter un petit peu les affaires, je me suis dit, est-ce qu'on est capable de regarder mieux ce qu'on fait ? Et en fait, il m'est arrivé une histoire il y a très longtemps où j'avais fait une erreur au bloc opératoire, et c'est en regardant le film de l'opération que j'ai compris ce qui s'était passé. Et donc, j'ai pu prendre en charge correctement la malade grâce au film en pérope. Donc, en fait, à partir de là, j'ai construit le truc. Et au début, en effet, il y a eu une montée de bouclier de la part de quelques collègues, et ça s'est pas super bien passé, mais c'est aussi probablement de mon fait. C'est-à-dire que j'avais moi-même pas très bien compris la différence qu'il y avait entre l'erreur, l'événement désirable, péropératoire, les complications post-opératoires et la faute. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu tout. Et des erreurs, maintenant, on a bien codifié ce que c'était. Il y a des erreurs cognitives, des erreurs techniques, des erreurs de communication, des erreurs d'attention. On sait ce que c'est, les événements désirables, c'est un autre truc. Donc, c'est vraiment des choses différentes. Et on fait tous des erreurs au bloc.
Mais c'est pas grave. Dire, quand vous faites un petit trou dans un vaisseau, stricto sensu, c'est une erreur. Mais vous faites l'hémostase, ça s'arrête, ça saigne plus. Enfin, donc voilà. Donc on ne peut pas ne pas faire d'erreur quand on fait de la chirurgie, c'est impossible. Mais ça, je crois que les gens commencent à le comprendre. Voilà. Donc ça vient de là, tout ça vient de là. Et maintenant. Pourquoi il y a beaucoup de gens, et ça aussi j'avais pas compris, il m'a fallu du temps pour le comprendre. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, j'ai même compris il y a très peu de temps en discutant avec un type qui faisait de l'aéronautique. L'idée c'est quoi? L'idée c'était de se dire que finalement la différence qu'il y a entre le pilote d'avion et le chirurgien, c'est que le pilote d'avion, en fait, il meurt avec l'avion, et deux, il a terminé son métier au moment où l'avion est posé. Ouais. Dans le bloc opératoire, c'est différent. Le bloc opératoire, c'est en effet, le chirurgien ne meurt pas avec le malade, ça c'est le premier point. Donc peut-être qu'on a un rapport au risque un peu différent. Mais je pense que c'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est que une fois que l'opération s'est terminée, il y a encore plein de choses qui peuvent arriver. Et ça, je crois que c'est la grande différence avec l'aéronautique. C'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on va pouvoir enregistrer en préopératoire, c'est des choses qui vont nous permettre de mieux anticiper de potentiels événements post-op et de mieux les traiter. D'accord. Et du coup, de dire, OK, il n'y aura pas zéro risque, il n'y aura jamais zéro risque. Et du coup, c'est juste être capable de les suivre, de les accompagner. De les accompagner et de mieux traiter les complications post-opératoires. En fait, il y a des complications post-opératoires elles sont toujours présentes. C'est impossible que ça n'existe pas. Ce qui est grave, c'est de ne pas en faire le diagnostic, de les surtraiter ou de les sous-traiter, et pire, de ne pas en parler aux malades. Donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la communication médecin-malade, et j'ai fabriqué des outils de communication médecin-malade pour expliquer aux gens ce que je faisais. Ouais. Parce qu'ils sont demandeurs ou parce que c'est aussi parce que je pense que c'est une manière d'anticiper, puis c'est une manière aussi de faire comprendre aux gens que vous allez opérer, que je suis humain, que vous allez opérer, pourquoi vous décidez de faire ça plutôt que ça. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est pas vrai hier, je pense, on a des alternatives thérapeutiques à la chirurgie. Avant, on n'a pas toujours des alternatives thérapeutiques, mais dans un certain nombre de cas, il y a des alternatives thérapeutiques. Donc, quand je décide de faire une chirurgie plutôt qu'une destruction locale, plutôt qu'une radiothérapie, eh bien, je suis très content de pouvoir expliquer sur un modèle 3D, avant la consultation, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et d'ailleurs, je pense même que dans certains cas, il m'est arrivé de modifier ma décision en fonction de ce que me racontait le malade. Parce que le monsieur ou la dame me dit, OK, si vous faites l'opération, eh bien, on va y avoir une durée d'hospitalisation de combien? Ça va être 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Et de l'autre côté, si vous faites une destruction locale, combien de temps ça va durer? Dans ce cas-là, je dis, vous sortez le lendemain. Et en fait, et elle me dit, c'est quoi le mieux? En termes de survie, à distance... Bon, aujourd'hui, la chirurgie, c'est ce qu'il y a, a priori, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas d'argument pour penser que la chirurgie fait moins bien que la destruction locale. Enfin, en tout cas, formellement, en termes de survie sans récidive. En revanche, ce qui est très clair, c'est que en termes de morbimortalité, la chirurgie est plus lourde que la destruction locale. Donc, ça dépend, c'est quoi l'objectif? Si on regarde à 15 ans, probablement, c'est mieux la chirurgie que la destruction locale. Mais maintenant, si on regarde à 5 ans, c'est probablement identique. Et si on regarde en termes de qualité de vie, il y a aussi une différence. Donc, c'est ces éléments-là qui vont rentrer en jeu. Vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs si vous traitez quelqu'un qui a 80 ans ou si vous traitez quelqu'un qui a 30 ans, quoi. Bien sûr, mais ça, c'est vous qui le connaissez, c'est votre décision. C'est ma décision, coup, mais moi, je trouve que, en fait, ce que j'essaye de faire toujours, c'est d'apporter, non pas une information médicale, mais de la connaissance. En fait, le truc, c'est que si je vous dis... Du contexte, en fait, un peu. Ouais, je contextualise le truc. J'apporte une information dans un contexte. Si je vous dis, vous avez un cholangiocarcinome intrahépatique du segment 8... Et ça, ils ne le liront pas sur Internet. Non. Et c'est pour ça que moi, j'ai développé des outils de communication médecin-malade depuis très, très longtemps, qu'on est actuellement en train, dans le cadre, justement, de BOPA, d'optimiser pour avoir des outils qui sont des outils très graphiques sur lesquels le malade va être capable de comprendre avec des petits films qui sont produits à la sortie du malade en consultation. Et d'ailleurs, et ça, on fait ça avec la chaire Humanité et Santé de Cynthia Fleury et des élèves qui viennent de chez elle, c'est d'essayer de trouver comment évaluer la qualité d'une consultation du côté du chirurgien
et du côté du malade. Parce qu'en fait, on a plein d'outils de communication médecin-malade, mais aujourd'hui, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, on ne sait pas exactement, parce qu'on n'a pas d'outils pour mesurer le niveau de satisfaction d'un patient concernant son angoisse, son information, etc. Et ça, on essaye de le faire. D'accord. C'est intéressant parce que c'est à la fois rajouter du doute, en tout cas enlever de la certitude dans tout ce que vous diffusez dans votre travail. Et du coup, c'est marrant de voir qu'au plus votre carrière avance, plus vous ajoutez du doute, ou comment ça se passe, plus vous ajoutez du principe de précaution. Ah non, le principe de précaution, non, c'est pas pour le principe de précaution, mais en fait, plus je suis instruit, plus je sais que je sais pas tout, quoi, en fait. En fait, je crois que... Vous acceptez la part de... Ah bah non, mais en fait, je me méfie beaucoup Enfin, c'est le truc dont on parlait tout le temps, Étienne Klein, pendant la crise Covid. C'est-à-dire que, en fait, pour savoir qu'on ne sait pas, il faut être instruit, en fait. Et en fait, il y a plein de gens qui disent n'importe quoi parce que, en fait, ils sont pas suffisamment instruits. Et donc, moi, j'ai pris le pari de m'intéresser uniquement à la chirurgie et à la transplantation et la prise en charge des maladies du foie et des voies biliaires, et en particulier du cancer primitif du foie et du cancer primitif des voies biliaires. Là, je suis extrêmement compétent, je connais bien le sujet, le reste, j'y connais rien, donc je ne parle pas. En revanche, quand je suis devant un malade, eh bien, quand je dis « je ne sais pas », si moi je ne sais pas parce que je me tiens au courant, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait. Et en fait, il y a des situations où vraiment, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a une tumeur de 3 cm au milieu du foie, je suis désolé, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est mieux la destruction locale ou est-ce que c'est mieux la chirurgie ? Et le type qui vous dit vaut mieux faire de la chirurgie, c'est mieux, aujourd'hui, il n'a pas d'argument pour le dire. Donc moi, je dis je ne sais pas. Je ne dis pas on ne sait pas. Vous acceptez de dire je ne sais pas aujourd'hui ? Évidemment. Mais parce que j'ai la légitimité pour le faire. Ouais. Et en revanche, il y a quelqu'un qui vient de me demander s'il vaut mieux donner le médicament A versus le médicament B dans une maladie que je ne connais pas. Je dirais je ne sais pas parce que je ne connais rien. Voilà. Et en revanche, dans mon métier, je vais dire je ne sais pas parce que je suis un expert. Donc c'est un je ne sais pas choisi. C'est pas par défaut. Ouais, je ne sais pas choisi. Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous aurez envie de donner à des personnes qui ont des startups ou qui veulent lancer un projet dans ce type de domaine ? Qu'est-ce que... il faut commencer par aller voir... La chaire Baupin. Non, pas la chaire Baupin, attends, enfin, si c'est dans le dispositif médical au bloc opératoire, c'est pas une mauvaise idée, mais faut commencer par aller voir des docteurs, et faut faire une vraie étude de marché pour voir vraiment si le truc qu'on a en tête, ça correspond à une problématique clinique vrai. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. D'ailleurs, dans Campus Bopex, qui est donc le gérant d'expérimentation numérique qu'on a mis en place, qui est là quelque chose qui ne s'adresse pas aux startups, qui s'adresse plus à des choses. Enfin, ça peut s'adresser à des startups, mais ça s'adresse à des boîtes qui ont déjà un TRL relativement évolué. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur ce tiré d'expérimentation numérique pour pouvoir évaluer en prenant l'épidémiologie, si j'ose dire, de la maladie au sein des instances publiques, s'il y a un vrai marché, enfin, si ça correspond ça a un intérêt en termes d'incidence du problème. Donc, il faut commencer par ça. Et puis après, je pense que il faut s'entourer des bonnes personnes, et donc ça passe quand même, je crois, par des expertises métiers. Alors maintenant, moi je suis en train de créer une start-up, je suis en train de créer une start-up qui s'appelle Twinical, je vous dirais dans 5 ans... Toutes les erreurs que vous avez fait. Voilà. On a fait pas mal, mais ça y est, ça commence maintenant, donc ça se passe bien. Mais voilà, donc je pense qu'il faut commencer par regarder l'épidémiologie du problème. Et puis alors, ce qui est vachement dur, c'est que le truc que vous fabriquez aujourd'hui, il existera dans 5 ans, quoi. Et donc, dans 5 ans, il n'est pas impossible que votre truc soit totalement à la ramasse, et totalement... parce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties. Typiquement, tous les gens qui travaillaient sur des outils de détection du langage, de NLP, etc., avec ChatGPT, Bard, etc., ils sont complètement à la rue. Donc voilà, donc c'est des sujets comme ça. Mais faut être un peu visionnaire, quoi. Et avoir un peu de chance aussi, laisser beaucoup, de la place à... Ouais.
Beaucoup de chance. Mais je pense que la chance, c'est quand même... il y a des gens qui ont du bol, il y a des gens qui ont de la chance, mais souvent les gens qui ont de la chance sont des gens qui laissent pas passer les opportunités, en fait. Ouais, qui se disent, putain, il y a un truc, et il y a une certaine part d'intuition. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on est quand même beaucoup plus intuitif avec des gens qui ont de l'expérience, parce que finalement l'intuition c'est quoi? C'est une espèce de deep learning personnel, c'est un truc, c'est des signaux faibles qu'on capte. Donc je pense que l'intuition ça se fait avec des gens qui ont de l'expérience, parce que c'est eux qui ont l'intuition que ça a marché. Et moi je pense que j'ai pas mal d'intuition dans mon métier parce que je le fais depuis assez longtemps maintenant. Et voilà, donc et après il faut être capable de pas laisser passer sa chance et être optimiste. Merci pour le mot de la fin. Restons optimistes. Merci Eric pour cet échange passionnant. J'ai beaucoup apprécié d'aller de l'autre côté de là où se fabriquent là où sont utilisés les produits, les services. Donc merci beaucoup pour cet échange. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!